Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer mon ami François Denis, auteur du blog Riche à 30 ans. Alors François, tu as beaucoup de casquettes, hein, c'est ce que j'ai révisé un petit peu mes bases, mais rien que sur ton site, tu mets voilà, investisseur, entrepreneur millionnaire, auteur, conférencier, formateur. Et du coup, je me suis posé cette question, t'as quel âge François? J'ai 28 ans. Enfin, je vais avoir Ouais, 29 là, très à très bientôt. 29, voilà, c'est ça. Donc du coup, là, c'est ce que je me suis dit, Riche à 30 ans, c'est bon, la promesse, elle est tenue. Oui, bah en fait, c'était pour moi au début, hein. Je l'ai lancé quand j'avais 24 ans. Mhm, Et même au tout début, je m'étais dit que potentiellement j'allais l'arrêter justement quand j'allais avoir 30 ans. mhm. Et effectivement, là, en fait, ça fait 10 ans que je suis investisseur entrepreneur, D'accord. officiellement. J'ai commencé à 18-19 ans. Alors, j'ai plus un profil investisseur de base, mais techniquement, là, ça va faire 10 ans. Ouais. D'accord. Ah ouais, donc tu as quand même un bon bagage. Ok. Alors moi, du coup, j'ai fouillé un peu mes archives parce que je me suis dit, ok, ça fait combien de temps que je connais François? Et en fait, j'ai regardé, je te connais à peu près depuis printemps 2017. Voilà, les sources sont bonnes. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que j'ai vu Ça une fait telle 4 ans. évolution de ton côté. Pour tout te dire, au départ, quand j'ai pris connaissance de ton site et autres, j'ai fouillé un peu, j'ai cherché, je me dis, riche à 30 ans, mais qu'est-ce qu'il veut? Qui est Ça fait toujours ça. cette personne? En plus, c'est ce que j'ai une fois partagé en webinaire, c'est ça en conférence, tu voyais, avec une petite, un nœud papillon, je me suis dit, non. Ah Et oui, c'est puis, vrai. voilà, et puis peu d'informations sur toi. Alors, je me suis dit, ok. Et puis, j'ai appris à te connaître et c'est vrai que j'ai vu qu'au départ, bah, tu étais quand même quelqu'un d'un petit peu timide, hein, un petit peu dans ton coin. Et puis, voilà, depuis le printemps 2017 et jusqu'à maintenant, on tourne là, on est au printemps 2020. Donc, en l'espace de 3 ans, j'ai constaté une énorme évolution. Je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Et moi, j'aimerais vraiment savoir concrètement ce que tu avais pu mettre en place pour Ouais. expliquer pourquoi tu en es là et que tu es devenu le François d'aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai qu'au tout début, bah, ça tu dois le comprendre, le fait de se montrer, genre la présence en ligne, le fait d'avoir des vidéos, des photos de soi, c'est pas évident, surtout quand on a un profil réservé. Après, en tant que tel, je suis pas timide, j'aime vraiment connecter avec les gens. Quand je rentre dans une de mes passions, je peux discuter tout le temps. J'adore. Enfin, maintenant, j'adore être sur scène, alors qu'au début, surtout quand j'ai créé ce projet Riche à 30 ans, c'était en 2016, véritablement au début, c'était juste du blog, hein, j'écrivais des articles. C'était ok, je vais me faire plaisir, je vais parler de ce que j'aime et puis basta, quoi. J'ai jamais montré, j'ai jamais forcément accompagné les gens sur des gros projets et ça a évolué comme jamais. C'est-à-dire qu'à la limite, la V1, il y a très très peu de choses qui restent encore par rapport à aujourd'hui. Il reste le tout produit que j'avais lancé au début, ce qui était mon magazine, ça Mhm. je l'ai toujours, La pépite. mes premières formations. Mais en tant que tel, au tout début, si tu m'avais dit que j'allais monter sur scène devant des milliers de personnes, que j'allais faire des dizaines de conférences, que j'allais écrire un livre, que j'allais faire du coaching, que j'allais créer un fonds d'investissement, enfin, je l'aurais pas cru. Mhm. Donc en fait, vraiment pour faire court sur mon parcours, au début, donc j'étais investisseur, donc c'est à 18-19 ans que j'ai commencé de suite à investir, notamment sur les marchés financiers. J'ai commencé rapidement à m'intéresser à l'immobilier. Et après, j'ai commencé mon expérience entrepreneuriale, on va dire, à 21-22 ans. J'étais encore en école d'ingénieur. C'est-à-dire que j'ai lancé ma première start-up, c'était à la fin de mes études d'ingénieur à Paris. J'ai lancé une deuxième start-up quand j'étais aux États-Unis pour un deuxième diplôme là-bas. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'étais aux États-Unis, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était en ligne. Parce que bon, clairement, ils sont en avance. Mhm. Et c'était très développé, web marketing, que ça soit la prestation de service, que ça soit l'infoprenariat, enfin peu importe. Et à partir de là, je me dis, OK, je vais aussi essayer de scaler des business avec quelque chose qui me fait plaisir, en fait. Et j'ai créé donc ce blog. J'ai même acheté le nom de domaine en 2015, pour tout te Ah, tu dire. l'as retrouvé. D'accord. Je veux dire, vraiment, l'achat du nom de domaine, j'ai rien fait pendant des mois, hein. Et après, Mhm. en fait, ça vient d'une personne Mhm. qui m'avait dit, mais en fait, tu sais tellement de trucs, Mhm. écris des trucs. Et j'étais là, ah, mais non, je suis pas sûr. Et puis il a incité, et puis ok, je vais te faire plaisir. Et après, au fur et à mesure, en fait, c'était le retour des gens que j'avais. J'ai commencé à faire du mailing, du mail quotidien, et là, en fait, c'est devenu un peu viral parce que les gens en parlaient autour d'eux et j'avais même pas besoin de faire quoi que ce soit, pas la moindre pub, pour le truc grossissait tout seul, en fait. Mhm. Et après, j'ai ok, bon, on va voir la demande qu'il y a. C'est-à-dire que j'ai demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez, comment je fais pour vous aider. Et après, au fur et à mesure, moi, j'ai créé des premiers programmes en ligne, du e-learning. Après, à partir de 2017, c'était ok, du vrai accompagnement pour les gens, que ce soit du collectif, de l'individuel. Et à partir de 2019, là, c'était ok, on rigole plus. Je veux vraiment quelque chose de très très fort. Et donc, j'ai créé des clubs d'investisseurs, un fonds d'investissement où je gère l'argent des gens
Donc là, ça a pris une autre ampleur et surtout que c'est vraiment là où j'ai explosé, c'est-à-dire que j'ai sorti mon livre, je suis passé dans des médias, j'ai fait mon TEDx aussi, ça a porté pas mal de personnes, je suis passé sur Forbes. Enfin, du coup, là, c'était vraiment l'explosion, on va dire, sur autre que l'infopreneur. D'accord, mais au niveau développement personnel, tu as quand même dû beaucoup Ah, travailler sur toi, j'imagine. bah, surtout le développement personnel. Mm. À la limite, comme je dis souvent, le reste, c'est de la technique, c'est du comment. Enfin, que ça soit des techniques marketing, créer un site. Enfin, à la limite, on doit même pas savoir comment on le fait. Tu le fais faire à quelqu'un ou tu apprends à le faire. Mais au final, c'est la partie facile. Mm. Ça, tout le monde peut le faire. Un idiot, tu lui dis comment faire. Si vraiment il est idiot, il va pas réfléchir, il va le mettre en place. Il va le mettre en œuvre. Des fois, il faut arrêter de réfléchir, il faut le faire. Après, sur le développement personnel, par contre, oui, là, il y a une énorme à la fois formation et remise en question et passage à l'action massif. Et techniquement, on me l'a posé la question combien j'avais investi sur moi au total. Je crois que je suis à peu près je dois être vers 200 000 euros à peu près Mm. investi. Ouais, Et donc principalement, oui, en fait, ça, c'est une citation que je dis souvent, que 95% de ce qui bloque quelqu'un, c'est ce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. mm. C'est-à-dire que les gens vont vers ce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. On va sur Google, on va sur YouTube, je sais pas faire soit un site ou je sais pas faire une vidéo, je sais pas parler sur scène. Et c'est pas ça qui bloque les gens. Ça, à la limite, tu peux t'en sortir, hein. Tu t'apprends et tu te démerdes. Sauf que toutes les limites, les choses que tu sais pas, bah, en fait, c'est véritablement ça. Et ça demande une autre ouverture d'esprit d'aller chercher un truc que tu sais pas, mais du coup, tu sais pas comment le chercher. Et C'est du coup, ça. aller t'entourer, aller chercher des choses qui sont pas forcément connues du grand public. Et ça demande, enfin, ça demande du courage en fait, Mm. tout simplement. Tout à fait. Enfin, Ouais, c'est. financièrement aussi, mais à la limite, avec les finances, c'est pas bien grave, mais Mm. de se lancer et d'aller chercher des choses comme ça, c'est complètement différent de ce que pourraient croire les gens quand ils se lancent en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tellement juste. C'est finalement revoir toutes nos croyances, quoi, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de retravailler sur notre passé, tout ce qu'on a pu nous inculquer, qui font que on s'auto-sabote au quotidien. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs possibles et imaginables. Alors après, chacun a son histoire et chacun Mm. a sa situation. Alors, il y a des situations plus faciles que d'autres. Mm. Mais même quand on croit qu'on n'en a pas, alors pour le coup, j'avais pas trop de limites avec l'argent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui limitent Mm. avec l'argent et ça peut être d'autres problèmes. Mm. Mais à chaque palier, à chaque zéro qui se rajoute, en fait, Mm. si tu en as des blocages, c'est pas Mm. possible. Tu n'es pas en disant, OK, j'ai aucun problème avec gérer des millions ou je veux faire 1 milliard. Ça, c'est pas possible. Ça, Ouais, c'est tout le tout à monde a fait. un déblocage à un moment donné. Alors Mm. que ça soit faire 100 euros, 10 000 ou 100 000 ou plus, mais il y a un moment donné, il y a un blocage, faut se démerder, quoi. Mm. Très juste. Ok, et du coup, à présent, tu es devenu papa depuis l'année Et dernière. papa depuis 2019 aussi. Et Quelle année? ouais, waouh. Et du coup, bah, mais comme tu sais, moi, j'accompagne des parents et des futurs parents, puisque moi-même, je Oui. suis maman. C'est quelque chose qui m'importe tellement de pouvoir investir pour la suite, hein, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Et Ah, du bien coup, sûr. c'est pour ça que je suis contente d'avoir attendu maintenant pour t'interviewer, même si ça faisait très, très longtemps que je voulais le faire. Et j'aimerais savoir, voilà, quel a été l'impact pour toi de devenir papa. Euh, voilà, au niveau perso, évidemment, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de choses. Mhm. Et puis au niveau pro, est-ce que tu as vu ton business aussi autrement? Oui, alors il y a plein de choses à dire en fait. C'est vrai que même avant en fait d'avoir des enfants, c'est un peu paradoxal parce que normalement quand tu sais pas quelque chose, tu peux pas l'imaginer. Mais je m'étais dit aussi, je vais quand même réfléchir en me disant je vais en avoir et de commencer à mettre des choses en place, alors que ce soit pro ou même purement patrimonial, en me disant bah en fait je veux plusieurs enfants et ça va forcément arriver. Surtout qu'en plus je travaille avec ma chérie depuis des années. Enfin, elle est directrice administrative et financière, donc on travaille ensemble. Donc en plus il y a un vrai projet commun par rapport à ça. Alors après qu'on se le dise, j'avais aussi anticipé le fait qu'on allait avoir des enfants Mhm. Je me et souviens que tu en que parlais, hein. Ça, oui, c'est bien quelque sûr. chose que tu En fait, et assumais je dis pour totalement. ça parce qu'en fait, il y a une vraie réflexion et surtout une stratégie pour que, arriver une fois une fois qu'on en avait, Mhm. se dire que c'est pas une transition violente, c'est-à-dire que ok, bon, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Merde, on va réfléchir. Non, enfin, on arrive et on est prêt. Il y a rien à changer. Et en fait, toute l'année 2019, enfin même un peu 2018, ma réflexion, c'était pas forcément de gagner plus. Enfin, indirectement, j'ai gagné plus, mais la réflexion, c'était surtout de travailler 2 fois moins et d'arriver et me dire, OK, et c'est actuellement le cas depuis un petit peu maintenant, c'est que je travaille que l'après-midi. C'est-à-dire le D'accord. matin, Mhm. je travaille pas. C'est-à-dire le matin, c'est sport, temps avec la famille, bébé, lecture, méditation, tout ce que vous voulez. Je Mhm. travaille que 4 heures par jour, à peu près 4-5 heures.
enfin, parce que j'adore ça, je pourrais travailler tout le temps, qu'on soit bien d'accord. Mais je travaille pas le week-end et je travaille que l'après-midi. Donc, ce C'est qui sur fait la que semaine quand de on est 4 arrivé, heures par jour. c'était pas semaine du coup de 20 heures. C'est bien, c'est top. C'était Hein. semaine de 20 heures. Alors, exceptionnellement, je donne des interviews un peu le matin. Mm. Mais sinon, c'était vraiment c'est cette logique. C'est-à-dire qu'on arrive et tout est prêt. Je travaille que quelques heures par jour. Il y a pas, et comme ça, si vraiment il y a des problèmes ou si on doit ajuster, j'ai le temps, j'ai l'énergie, il n'y a pas cette problématique. Et ce qui arrive, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des matins ça a été compliqué et j'ai le luxe de pouvoir me réveiller à 10 heures, à 11 heures du matin, quoi. Et Mm. non seulement tout va bien, et en plus, je suis pas fatigué pour Mm. l'après-midi où je vais travailler aussi. C'est ça. Donc, en fait, j'ai eu plein de monde, il m'a dit, est-ce que tu fais tes nuits? Enfin, indirectement, est-ce que le fait, bah, en fait, oui, je vais très, très bien. Et il y en a qui disent, c'est incroyable, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a pas de cernes et qui vient d'avoir un bébé. Alors oui, c'est une transition, en fait. C'est top. Alors, c'est pas un luxe parce que évidemment je le mérite, mais je peux comprendre aussi quelqu'un qui veut lancer son projet maintenant alors qu'il a des enfants maintenant. C'est Mm. ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des situations qui sont pas les mêmes et Mm. effectivement il y a des choses à faire aussi. Il y a plein de choses à faire. Ouais, tout à fait. Ok, super. Bah écoute, c'est très. Du coup, c'est ce qu'on comprend. Ce que je comprends, c'est que tu as pu vraiment un peu anticiper, on a même beaucoup anticipé pour mettre en place un cadre de vie qui soit confortable pour ta famille, quoi, et que tu puisses vraiment Bien pleinement sûr. profiter. Et là, alors, sans rajouter forcément beaucoup de choses, c'est aussi une visualisation. C'est vraiment d'avoir une Ouais. énorme clarté sur ce qu'on veut. Mm. Mm. Est-ce qu'on veut être milliardaire? Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un sacrifice à faire. C'est-à-dire qu'on on va pas pouvoir passer du temps avec ses enfants. Ça, c'est Mm. sûr et certain. Mm. Qu'est-ce qu'on veut atteindre véritablement? Est-ce que, même il y avait des questions qui se posent. Est-ce que, par exemple, à faire 1 million par an, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on ne doit pas aller chercher 10 millions, par Mm. exemple? Ou est-ce Mm. que 1 million par an, c'est pas déjà très très bien? Et on va profiter, on va faire autre chose. Et il y a plein de questions sur ce qu'on veut vraiment, l'objectif, par rapport à ses proches, par rapport au business, après, pour moi, tout est lié, le perso et le pro. Il n'y a pas vraiment Ouais. de distinguo comme on pourrait l'avoir avec le salariat. Mm. Tout est un peu, c'est homogène, c'est vraiment une osmose qu'il y a par rapport à tout ça. Mm. Et puis même par rapport aux enfants, enfin, par rapport aux professionnels, alors même ça fait rigoler les gens quand je le dis, c'est-à-dire que le jour où ma fille est née, c'était elle qui était dans la possession de la holding familiale, c'est-à-dire que techniquement c'est elle la patronne, toi. Alors elle n'a pas les droits financiers et décisionnels, mais techniquement c'est elle qui possède la holding familiale, parce que j'avais anticipé que le jour où elle était là, c'était elle qui allait posséder le truc, et déjà D'accord. on enlevait le problème de la succession et ça donnait des avantages en plus, toi. Super. Dis donc, elle est chanceuse hein, d'avoir des parents comme elle a. Ouais, Ok. enfin, voilà, elle devra faire ses preuves. Oui, bah oui. C'est ce qu'on souhaite à nos enfants. Hein. C'est ce que j'ai coutume dire, c'est que le plus important, c'est aussi de leur donner, entre autres, une solide éducation financière. Mais ça, je me fais aucun Ah, bien souci sûr. pour elle. Après, elle fait ce qu'elle voudra, hein, bien sûr, mais s'il y aura une certaine réflexion à avoir, Ouais, c'est ça. et tant que c'est ça, il n'y aura pas de souci. Hein. Super. Je me suis aussi posé la question, là, au moment où on tourne cette vidéo, on est en pleine période de confinement. Oui. Et bon, c'est une période qui n'est pas forcément évidente, évidemment. On a certains parents ont beaucoup de temps devant eux, d'autres un peu moins si voilà, ils travaillent à côté de ça. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup de demandes en ce sens. C'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que Hmm. toi, tu conseilles de faire à des parents pour investir. Alors, c'est peut-être pas forcément évident en plein confinement. Enfin, tu me diras si tu as des Par pistes. l'immobilier, effectivement, c'est pas Ah oui, l'idéal. Hein. l'immobilier, ça c'est sûr. Ah, Et puis quoique. sur l'après-confinement, en fait, je pense qu'il y a une vraie réflexion, en tout cas, sur la sécurité financière. Ça, c'est vraiment je pense Hmm. que ça cristallise énormément de peur. Et puis, voilà, une question, je pense que c'est hyper important aussi de pouvoir diversifier ses placements. Ça, on en a parlé juste Bien avant sûr. l'interview. Qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à tout ça? Oui. Alors, il y a plein de choses à dire. Alors, c'est sûr que déjà, juste la situation, c'est pas évident. Alors, je le vois aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui doivent travailler chez eux Mm. et ils ont plusieurs enfants et c'est ultra compliqué puisqu'en plus, il y a les devoirs, ça, je connais pas encore. Et ils ont pas de temps, ils commencent à travailler plus tard et c'est complètement déréglé. Au final, ils ont limite moins de temps et Mm. moins d'énergie. Donc ça, c'est pas évident, c'est sûr. Et il y a une question encore une fois, d'avoir anticipé ou de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc ça, c'est un autre problème. Après, par rapport au confinement, à la situation actuelle, l'avant, après, euh, il y a pas mal de choses à faire. C'est-à-dire que en fait, je le dis souvent, c'est pas la crise en tant que telle qui est problématique, c'est pas savoir quoi faire pendant la crise. Parce que on va dire que c'est sociétalement parlant, c'est toujours la même chose.
ça pousse les gens vers les extrêmes. C'est un système chaotique, on va dire. Ce qui est même naturellement, c'est comme ça que ça se passe dans la nature, c'est ça. C'est-à-dire que les pauvres vont s'appauvrir, les riches vont s'enrichir. Mais c'est pas le système qui veut ça. C'est tout à fait naturel. C'est cyclique. Il va y avoir des faillites, il va y avoir des gens qui vont tout perdre, les économies d'une vie. Ça, c'est sûr, certain. On peut rien y faire. Même le gouvernement peut rien y faire. Et à l'inverse, il y a des gens là qui vont s'enrichir considérablement. Il y a des millionnaires qui sont en train d'être créés maintenant. Ils le savent pas encore, mais ils sont en train de le faire. Alors première chose, normalement, bon là c'est un peu trop tard, mais comme je l'ai dit souvent, on prépare la guerre en temps de paix. C'est pas maintenant que normalement on aurait dû faire les choses, se préparer, anticiper. C'était avant. Alors que 2019, j'avais même fait 2 séminaires, un qui n'était pas prévu justement spécial crise. C'était en septembre 2019. Dire, dans les 6 mois, il y avait 75% de chances que ça se casse la gueule. Bon, pour le coup, j'étais bien vu, mais normalement, c'est pas quand ça commence à se compliquer ou simplement quand on commence à voir que ça va dans le rouge qu'on se prépare. Bon, ça, on peut rien y faire pour ceux qui sont pas préparés. Après, en toute logique, il y a des choses qui marcheront tout le temps et il y a des choses qui vont ne plus marcher et des choses qui marcheront et qu'on peut pas voir encore. Donc, d'un point de vue purement individuel, on va dire que bon, il y a les bases, il y a l'immobilier. Alors, on peut pas investir en ce moment même, mais il y a des opportunités. C'est-à-dire que moi, je suis le premier à le dire que le marché va descendre, enfin, les prix de l'immobilier vont descendre. C'est logique, il y a une bulle sur l'immobilier et vu que c'est quelque chose qui est pas liquide, ça veut dire que ça va être complètement décalé. C'est autant la bourse, en quelques clics, on peut vendre et ça, on l'a vu, c'est cassé la gueule, mais l'immobilier, ça va mettre quelques semaines, quelques mois pour arriver. Donc, il y a des opportunités partout. Tu penses même dans les grandes agglomérations? Ah oui, oui, oui. Bah, Ouais. il y a qu'à voir en 2008 aussi. Alors, globalement, par exemple, en 2008, en subprime aux États-Unis, il y avait une baisse de moins 20%, globalement. Après, hors des grandes villes, c'était moins 30, moins 40%. Hein. C'est-à-dire que bien plus des fois. Donc oui, il va y avoir une baisse des prix. En fait, l'immobilier, c'est très bien parce que en fait, ça reflète la capacité financière des gens. Et quand tout allait bien, c'était déjà en 2019, enfin, c'était déjà même compliqué pour, admettons, un couple d'acheter une maison. C'était devenu n'importe quoi les prix de l'immobilier. Donc c'est pas cohérent. Donc ça va baisser et donc il y a des opportunités, surtout si on rajoute le côté peur des vendeurs il va y avoir plus de vendeurs et ils vont vouloir indirectement baisser leur prix. Donc rien que là-dessus, parce que je sais que ça t'intéresse l'immobilier, il y a des opportunités. Après, il faut se dire aussi surtout sur le côté création de richesse, sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation, il n'y a rien de tel qu'une crise pour l'innovation. Ce qu'on appelle la destruction créative, c'est détruire pour mieux créer. Enfin, c'est pas le fait de vouloir détruire absolument, mais c'est quand les choses doivent se refaire qu'on innove. On le voit bien, Airbnb, Uber, Google, c'est arrivé après la crise. C'est pas arrivé avant, c'est arrivé post-crise. Google après la crise de la bulle Internet et les autres c'était après les subprimes. Donc il y a plein de choses à faire et c'est simplement de voir vraiment les besoins et qu'est-ce qui n'est plus utile et de pas rester avec ses œillères et se dire si je vais continuer à faire ce que je fais et on le voit bien et là crise sanitaire oblige, il y a des choses qui ne marchent plus. Donc de vraiment innover, d'aller chercher ce qui fonctionne et se dire que la richesse elle est là où on la crée en fait. C'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. On crée pas une entreprise pour faire de l'argent. On crée une entreprise pour apporter de la valeur. Donc à ce moment-là, on réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que je peux créer en ce moment même. Alors si on a envie de lancer un projet, mais d'un point de vue purement investisseur, il y a tellement d'opportunités, c'est que là je sais même j'ai pas assez pour pouvoir me placer où je veux partout. Là, en ce moment, enfin, il y a des opportunités sur certaines startups, sur les crypto-monnaies, on peut en discuter. Enfin, c'est maintenant. C'est pas quand les gens investissent, tout le monde en parle, qu'il y a une bulle. Ça, c'est tellement cyclique, c'est tout le temps la même chose. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, il faut être courageux. C'est sûr que c'est compliqué voilà, de le faire, mais c'est en ce moment. C'est en ce moment et c'est pas avant, ce sera pas après. C'est sûr. Ok, très bien. Ben, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, c'est ceux qui ont en tout cas le plus de liquidité maintenant et sur l'après, ce seront certainement ceux qui auront plus les coups des Bah, franches ouais, pour s'en ouais. sortir. Alors ça aussi, j'en ai discuté dans un des podcasts que j'ai sorti là récemment. C'est-à-dire que bon, évidemment, alors, quelle que soit l'échelle qu'on a, avoir de l'argent, ça veut rien dire. Même si on en a un petit peu, ça reste des opportunités parce tu fais un x100 comme certains ont fait à chaque crise sur Amazon alors que c'était cassé la gueule de 98%, tout le monde disait que ça allait pas marcher. Le mec, il a fait x100. Alors même si tu mets 1000 euros, tu fais x100, c'est pas mal. Donc quel que soit l'argent que tu as, c'est intéressant. Alors, il y en a effectivement qui sont très malins et je l'avais un peu anticipé aussi, c'est-à-dire que depuis 2-3 ans, on essaye d'être de plus en plus liquide pour justement, bah là, on y est.
C'est ça. C'est-à-dire pouvoir se positionner. Alors attention, c'est-à-dire que par contre, c'est pas genre maintenant. Si on regarde historiquement, à chaque fois, ça met 1 an et demi, 2 ans à se casser la gueule. C'est-à-dire vraiment. C'est-à-dire le bear market, c'est-à-dire quand ça descend, ça met à peu près 2 ans. 2000, c'était pareil. 2008, c'était descendu jusqu'en 2010. Donc là, ça nous amène à 2021, 2022 au plus bas de tout le marché financier, avant une potentielle reprise. Donc c'est pas trop tard. Il faut être patient en fait. C'est pas maintenant qu'il y a les opportunités. Ça va être bientôt. Par contre, il faut faire les choses bien. Surtout en ce moment, c'est plus une crise de la dette. Autant en 2008, c'était de l'immobilier, il y a plein de choses à dire à chaque fois, mais là, c'est une crise de la dette. Et donc, techniquement, il pourrait y avoir un effet domino où il faudrait sortir aussi du système bancaire, sortir un peu de l'euro parce que c'est pas du tout stable, rester liquide et être hors système bancaire et ne pas être que en euros. Voilà, globalement, pour faire court. Pour faire court, ok. Bon, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est le moment de se former plus que jamais, en tout cas. Pour résumer, c'est sûr que c'est pas mal. Mais oui, ça je le dis souvent, c'est les choses sine qua non qu'il faut. C'est le triangle en fait de la réussite. C'est la formation, la connaissance, la patience. Là, on est en train de le dire, et le courage. Parce que si on manque un des trois, c'est pas possible. C'est-à-dire que si t'es pas courageux et que au moment de passer à l'action, tu le fais pas, t'as beau avoir les connaissances, la patience, ça marche pas non plus. C'est ça. Ouais, je te rejoins. Cool. Bon, bah écoute, super. Je pense qu'on a vu globalement tout ça. Ce que je voulais te demander pour le mot de la fin, si tu avais une situation inspirante que tu pourrais nous partager. En fait, là, je regardais parce que j'en ai partagé une hier qui est vraiment intéressante en ce moment même. Parce que les gens essayent surtout d'aller voir ce qui fonctionne et d'aller voir ce qui marche et d'essayer de copier. Et j'en ai partagé une hier de Bruce Lee qui disait toujours être soi-même, s'exprimer soi-même, avoir foi en ce qu'on fait et ne de jamais sortir pour essayer de copier le succès des autres et de dupliquer les autres. Et trouver ça bien en ces temps si particuliers, c'est plutôt intéressant parce qu'on essaye de voir ce qui fonctionne, de copier bêtement, surtout sur le côté entrepreneuriat, alors qu'on est clairement dans une phase de notre histoire où il ne faut pas copier, c'est-à-dire qu'il faut innover. Alors, il y a des choses qui marchent très classiques, c'est-à-dire que l'immobilier, oui, on va pouvoir essayer de faire il y a des schémas qui marchent tout le temps, mais dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de business models qui vont plus perdurer, qui se cassent la gueule, etc. Non, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses qui vont être dans 10 ans. Pas essayer de dupliquer bêtement, et s'il y a des choses que là actuellement on voit qui vont pas, s'il y a des besoins particuliers, on va essayer d'y répondre. Comme on a dit, on fait pas un business pour faire de l'argent, mais pour apporter de la valeur aux autres. C'est ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. Je trouvais ça Avec très grand inspirant. plaisir. Donc on te retrouve. Des heures, hein. Ah bah oui, je sais. Oh putain, un grand bavard. Du coup, on peut te retrouver sur ton blog, Richard 30 ans, évidemment. Oui, pour le coup, on peut me retrouver un peu partout. Hein. Un peu partout, podcast, un peu partout. YouTube. Je suis assez prolifique sur les réseaux, Instagram beaucoup, Facebook, sur le site, la newsletter toujours actif. Et normalement, dans des événements physiques, séminaires, conférences, ateliers, on en fait pas mal. Là, tout a été décalé. Mais normalement, vous pouvez me retrouver partout. C'est ça. Bon, du coup, je mettrai le lien de François pour ceux qui ne connaissent pas encore. Merci beaucoup, François. À très vite, Christelle. À très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner et à l'amener. C'est d'autant plus facile quand on connaît bien la personne, ça c'est sûr. En tout cas, ce que je voulais vous partager en dernière info, c'est que vous pouvez télécharger donc mon nouvel e-book dédié aux 4 clés pour atteindre la liberté financière. Donc, je le partage gratuitement. Vous pouvez le télécharger sur mon blog nouveautournant.fr. Merci et à très bientôt.